Il est 11h32, merci d'être avec nous. On a un peu débordé, mais ce débat, vous l'avez vu, est nécessaire. Pendant 35 ans, le tueur en série surnommé le Grêlé avait réussi à échapper à la police. Mais c'était sans compter l'acharnement des enquêteurs. Ils ont réussi à l'identifier grâce à son ADN. L'ancien gendarme a fini par avouer ses crimes dans une lettre avant de se suicider. Alexandra Durand, Aurélie Erel. L'ADN a parlé. L'ancien gendarme qui s'est donné la mort dans cette maison est bien le tueur en série surnommé le Grêlé parce qu'il avait le visage abîmé. Il aurait laissé une lettre avouant les meurtres. L'homme avait quitté son domicile pour se réfugier ici après avoir été convoqué par la police en vue d'un prélèvement. Ce voisin dit avoir croisé sa fille. Elle n'avait pas de nouvelles depuis lundi de son père. Du coup, elle s'est présentée devant en pensant avoir plus d'informations devant l'appartement, devant la maison. Malheureusement, il n'y avait ni les clés, ni signe de vie dans cet appartement. Et du coup, ils ont appelé la gendarmerie. Voici l'une de ses victimes. Le 5 mai 1986, Cécile Bloch, 11 ans, est retrouvée morte dans le parking souterrain de son immeuble, poignardée et violée. Au total, on lui attribue 4 meurtres et 6 viols. Il s'y prend de manière différente. Il y a quelques fois où il laisse les victimes vivantes. Il y a le fait qu'il ne cherche pas vraiment à se cacher, puisqu'elle voit son visage. Il y a le fait qu'il laisse son ADN, donc il n'est pas visiblement inquiet. Depuis 30 ans, les familles attendaient des réponses. Je pense surtout aux victimes qui étaient vivantes, qui sont vivantes, les victimes qu'il a laissées vivantes, qui avaient peur de le croiser, qui avaient peur qu'il vienne les chercher. Au moins pour elles, elles vont cesser d'avoir peur. C'était une des affaires non élucidées les plus anciennes suivies par la brigade criminelle. Allons plus loin à présent avec William Molinier du service police-justice d'LCI et notre invité Denis Jacob. Bonjour, secrétaire national du syndicat Alternative Police. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a envie d'entendre votre témoignage parce que vous avez un lien, si je puis dire, avec le tueur en série. À l'époque, dans les années 90, vous êtes le patron d'Alliance dans les Hauts-de-Seine et François Vérove est sous votre commandement. Vous êtes son supérieur hiérarchique. Vous avez appris qu'il était un tueur en série. Comment vous avez réagi ? Écoutez, les mots me manquent. Je suis particulièrement choqué aujourd'hui. J'ai appris ça ce matin au réveil et j'arrive toujours pas à le croire. Enfin, j'ai côtoyé François pendant 5 années sur le département des Hauts-de-Seine. Effectivement, vous venez de le dire, il était délégué syndical au sein des compagnies motocyclistes de la police nationale de ce département. Moi, j'étais en charge syndicalement de la gestion de ce département et je voyais pratiquement quotidiennement François, un garçon particulièrement gentil qui s'énervait assez facilement, mais ni violent ni agressif, mais par contre très très tourmenté. Il a eu une période très compliquée entre 95 et 99. Il était déprimé, il a été sous de ce qu'il nous avait dit, parce que je ne rapporte que ce qu'il m'a dit à l'époque, sous antidépresseurs. Il a été en arrêt maladie de nombreux mois. Il a quitté la compagnie motocycliste des Hauts-de-Seine et nous a demandé notre aide pour obtenir sa mutation au commissariat d'Asnières afin qu'il puisse trouver un plus grand équilibre, nous disait-il, parce qu'il ne pouvait plus être motard. Et puis voilà, enfin, franchement, aujourd'hui, avec le recul, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que son état psychique, psychologique de l'époque était en lien avec les actes horribles qu'il a commis? Est-ce que c'est son état qui l'a poussé à commettre ces actes, ou est-ce que c'est ces actes par peut-être remords qui l'ont conduit à être dans cet état? En tous les cas, je voudrais dire aujourd'hui que bien évidemment, j'ai une pensée toute particulière pour les victimes, notamment les victimes vivantes et la famille de celles qui sont décédées, mais aussi une pensée pour sa famille qui ont appris ça aujourd'hui et qui doit aussi être anéantie. Enfin, qui aurait pu croire un seul instant que quelqu'un qui était une personne normale, comme n'importe qui, que j'ai côtoyé, qui était policier, a pu faire ces actes. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis abasourdi, stupéfait de ce que j'ai appris. On vous sent sous le choc, Denis Jacob. On se parle régulièrement pour tout un tas de sujets sur les plateaux télé. Franchement, je ne vous ai jamais entendu comme ça. Vous dites « je n'arrive pas à le croire ».
Pourquoi? Mais parce que c'était quelqu'un de, je dis, voilà, c'était quelqu'un qui avait le verbe haut très facile, qui pouvait s'énerver, mais qui était d'une gentillesse absolue. Enfin, franchement, on s'énerve tous, et puis quand on fait du syndicalisme, en général, on a quand même un caractère bien trempé, donc c'était pas choquant de voir un de nos délégués qui pouvait s'énerver. Enfin, puis d'avoir à côté de soi quelqu'un qui a tué des personnes, quoi. Enfin, qui a commis des actes horribles et qui vous parle comme si de rien n'était. Alors effectivement, on le voyait bien Jamais en une fois souffrance. en 5 ans que vous l'avez côtoyé, en 5 ans où vous le voyez plusieurs fois par semaine, vous n'avez eu un doute? Non. Non, 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 parce que c'était quelqu'un qui était en souffrance, très tourmenté, comme malheureusement d'autres policiers sont en souffrance. Je ne vais pas ouvrir ici, parce que c'est pas le sujet, mais le débat des risques psychosociaux dans la police nationale. Je rappelle qu'on a eu des dizaines et des dizaines de suicides chaque année. Donc, c'était quelqu'un qui pouvait être dans une même situation de souffrance que n'importe quel autre collègue, mais pour d'autres raisons, bien évidemment. Mais jamais, jamais, rien n'a laissé penser que François avait pu commettre ces crimes. Enfin, honnêtement, je ne sais pas comment vous dire autre chose, parce que, enfin, moi, je suis choqué. Je ne peux pas dire autre chose. Je suis choqué parce que c'était un collègue. C'était un délégué syndical, c'était aussi, je le dis, un pote professionnel qu'on côtoyait au quotidien, mais je suis pas le seul à l'avoir. J'étais pas tout seul à diriger le département à l'époque. J'avais quelqu'un d'autre qui était avec moi aussi, qui dirigeait. Il côtoyait d'autres délégués. On faisait des réunions syndicales. Il était présent, il était actif. Jamais personne n'a pu voir le moindre signe, le moindre comportement de quelqu'un qui avait pu commettre ce genre de crime. Et puis, je me permets de le dire aussi, si l'affaire a traîné en longueur pendant des décennies comme cela, il faut rappeler aussi que tout ce qu'il a fait, c'est principalement dans une période où les réseaux sociaux n'existaient pas, où les nouveaux moyens numériques ne permettaient pas d'élaborer des portraits robots vraiment conformes au physique de la personne, parce que le portrait robot que vous diffusez aujourd'hui, excusez-moi, mais je ne reconnais absolument pas François Vérove. Ah bah justement, j'allais vous le dire, Denis Jacob, quand vous voyez le portrait robot qui est diffusé, on rappelle qu'on surnomme le tueur en série le grêlé à cause des traces d'acné qu'on voyait sur son visage. Parfois, il portait une barbe qui cachait en partie son visage, donc peut-être que c'était plus difficile pour les victimes de le reconnaître. Vous, donc, quand vous voyez ce portrait, vous ne reconnaissez pas votre collègue? Alors non seulement Ancien je ne collègue. le reconnais oui, non seulement je ne le reconnais pas, non seulement les signes distinctifs qui sont donnés, je n'ai pas souvenir d'avoir quelqu'un qui avait un visage piqué par l'acné ou autre. Et puis moi, j'ai connu François entre 95 et 99, où il ne portait pas de barbe, où il était toujours rasé. Et petite précision, ce n'est qu'un détail. Je rappelle que dans la police nationale à l'époque, il était interdit de porter la barbe, sauf pour raison médicale. C'est l'ADN, c'est aussi l'acharnement des enquêteurs qui a permis de résoudre cette énigme. Néanmoins, 35 ans dans la nature pour cet homme qui a tué, qui a violé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la faute à qui ? Écoutez, la faute à personne, excusez-moi, mais le travail d'enquête que l'on avait à l'époque n'est pas le travail d'enquête d'aujourd'hui. Il a fallu le développement de la recherche ADN, il a fallu tous les moyens technologiques qui existent aujourd'hui pour pouvoir le confondre. La police a évolué fort heureusement avec son temps. Aujourd'hui, on arrive beaucoup plus rapidement à résoudre des enquêtes. Voilà, moi, je ne peux pas jeter la pierre à mes collègues de l'époque qui ont enquêté, qui ont fait avec les moyens qui étaient mis à leur disposition pour conduire à bien leur enquête. Voilà, donc aujourd'hui, il a fallu 35 ans, vous l'avez dit dans votre reportage, 35 ans pour que l'ADN parle. Donc ça témoigne qu'à l'époque, nous n'avions pas encore toute cette technologie qui permettait d'aller plus loin dans une enquête et uniquement de se baser sur des traces et indices, sur des signalements par portrait robot, par témoignage, et c'est tout ce qui nous permettait pour l'époque de conduire une enquête à bien, ou malheureusement pas à son terme.
Denis Jacob, aujourd'hui, on entend votre désarroi et on comprend très bien. Est-ce que vous aviez gardé contact avec François Vérove quand il avait quitté les Hauts-de-Seine pour s'installer dans le sud de la France? Non, je l'avais perdu un peu de vue. On avait encore quelques contacts parce que j'ai occupé par la suite des responsabilités plus importantes dans mon ancien syndicat. Donc effectivement, de manière ponctuelle, il passait nous voir quand il était encore affecté sur les Hauts-de-Seine. Il passait nous voir au bureau national. Et puis j'ai été un petit peu en contact. Au début où il s'est investi dans la vie locale, dans le sud. Je tiens à préciser que quand il a été muté dans le sud de la France, et des échanges que j'avais pu avoir à l'époque avec lui, j'avais trouvé quelqu'un de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein par rapport à la période compliquée où je l'avais côtoyé quotidiennement. Et puis on avait eu l'occasion d'échanger sur son implication dans la vie locale, puisque moi-même, je m'étais impliqué également de mon côté dans la vie locale. Donc on avait un peu échangé sur nos prises respectives de fonctions et sur comment fonctionne un conseil municipal, par exemple, avec les méconnaissances que nous avions à l'époque. Et puis depuis maintenant plus de 6 ans, je n'avais plus du tout une nouvelle de sa part. Merci Denis Jacob. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre en Merci. direct ce matin sur LCI. On va